Bonne arrivée si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans ces magazines sans frontières, Discours au peuple. Nous décortiquons toutes les questions socio-politiques, économiques, environnementales et même la religion nous intéresse aussi. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir beaucoup plus sur les domaines économiques de la République démocratique du Congo. Avec nous dans ces magazines, vous les connaissez très bien, c'est un habitué de ces magazines, M. Yaya Mouchitou, soyez les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. Oui, quelle est votre lecture en termes d'un état des lieux depuis que l'entreprise générale des Cobalt en RDC avait pris la décision interdisant toute exportation du cobalt à l'extérieur du pays? Sur terrain, quelles sont les retombées, bien évidemment, mais aussi les inconvénients ayant découlé de cette même décision? Vous savez, c'était des très bonnes stratégies. Les retombées, nous avons vu l'augmentation du prix des cobalt sur le marché. D'abord, et les avantages, c'est quoi? C'est une très bonne stratégie à encourager, à appuyer. D'abord, on stabilise le marché international. Quand on arrête, on a fait c'était pendant 4 mois. Donc, on a stabilisé le marché international. En plus de cela, il y a eu augmentation des prix. Je suis en train de donner les avantages par rapport à cette stratégie. Oui. Donc, il y a stabilité de prix sur le marché international. Il y a augmentation des prix sur le marché international. On sait promouvoir la transformation locale. Comprenez? Et contrôler de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont les 4 avantages que nous avons profité de ces stratégies des 4 mois. C'est tellement magnifique pour nous, les économistes. C'était une très bonne planification. Et nous avons eu des avantages et augmentation de prix du cobalt sur le marché. Oui, en dehors de cela, est-ce qu'il n'y avait-il pas aussi moyen d'envisager aussi la transformation au niveau local? Justement, c'est ça la promotion. Je parle de promouvoir la transformation locale. C'est ça l'avantage. On a transformé sur le plan local, on sait de promouvoir la production locale, tout ça. Est-ce que cette décision n'a pas eu des conséquences telles que les producteurs à petite échelle, par exemple, n'ont pas réussi à pouvoir vendre avec beaucoup d'intérêt comme ça a été dans les années antérieures? Justement, là, cette décision a favorisé la promotion locale en matière de production. Avant, c'était compliqué. C'était compliqué avant. Ça a encouragé, l'avantage, ça a encouragé, ça promouvoir la transformation locale. C'est ça l'avantage. Le local, c'est ce que vous venez de parler. Mais bien avant, ils avaient des difficultés aussi, mais ils seront toujours sur le plan international parce que ce que nous produisons, nous ne consommons pas ça. Comprenez? Donc, le prix est fixé par le marché international. Alors, quand il y a ce genre de décisions, nous savons stabiliser le marché international. Et en stabilisant le marché international, il y a augmentation de prix. Donc, ce qu'on a visé, c'est ce qu'on a eu à avoir comme gain. C'est l'augmentation du prix de cobalt sur le marché international. C'était à 21, maintenant on est arrivé même à 50. 70. Alors, c'était une très bonne stratégie pour nous. Alors, pourquoi cette décision a beaucoup plus concerné les producteurs à petite échelle ainsi que l'exploitation artisanale qui représenterait près de 40% même de production de cobalt en RDC? Au lieu que ça soit aussi élargi à d'autres producteurs de cobalt, mais on a ciblé une certaine catégorie tout simplement. Vous savez, il faut donner les moyens de la politique à l'État. L'État est en train de combattre l'économie informelle. Vous comprenez? Il faut donner les moyens de la politique à l'État. Tout ce que nous faisons, c'est le budget. La politique d'un pays, d'une façon chiffrée, c'est le budget. Ces gens-là doivent contribuer à la caisse de l'État. Ils doivent contribuer au trésor. Comprenez? Quand on prend ce genre de décisions, nous voyons notre budget. Comment nous allons... Ces gens-là, ils paient leurs impôts et leurs taxes. La plupart de ces gens-là, ils sont dans l'économie informelle. Là, nous sommes là pour combattre l'économie informelle. Comprenez? Nous voyons, c'est sur le marché international. L'économie doit être combattue. Ces gens-là ne payent pas leurs impôts et leurs taxes pour contribuer à notre budget. Comprenez? C'est un peu ça.
Oui, nous prenons alors la deuxième thématique de notre intervention. C'est en rapport avec les assemblées du printemps qui se sont déroulées le 22 avril du côté de New York, où la RDC était parmi les pays participants à ces assises de haut niveau. Il y a une note positive qui a été collée à la République démocratique du Congo de la part des 10 entreprises de Bretton Woods, en l'occurrence la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, par rapport à la bonne gouvernance en matière des finances publiques. Mais au sein de la société congolaise, l'on déplore les détournements des deniers publics, la mauvaise gouvernance, mais les entreprises de Bretton Woods parviennent à accorder cette cotation à la RDC. C'est totalement les contrastes. Comment vous expliquez cela? Justement, tout tourne autour de, pour nous qualifier dans ces sens-là, si on va sur le plan macroéconomique, tout tourne sur le budget de notre pays. Comprenez? La politique d'un pays, d'une façon chiffrée, c'est le budget. Le budget, c'est un tableau qui retrace les recettes, les dépenses et les réalisations. Comprenez? Plupart de la grande contribution à notre budget, ça vient des régies financières. Nous avons 3 régies financières. C'est la DGI qui est au top. Nous avons la DGDA, nous avons la DGRAD. Quand on doit nous qualifier sur ce plan, on doit tenir compte des mobilisations des recettes par rapport à la DGI. C'est le point le plus important si on a eu des bonnes performances, donc on a eu à mobiliser des recettes. On a eu à mobiliser des grandes recettes pour qu'on soit qualifié de performances sur ce plan international-là. Donc c'est par rapport à la mobilisation des recettes de l'État. Donc ça n'a rien à voir avec la gestion à l'interne du pays. Justement, je voulais en arriver. Oui. Alors, si il y a l'impact sur la population, oui. C'est là où nous verrons, en payant nos impôts et taxes, c'est là où nous voyons la réflexion de nos routes, de nos écoles et la gratuité de l'État. C'est ça l'avantage que nous devons profiter. Quand on paie l'impôt, nous payons impôt indirectement. Nous voyons les routes. Quand on paie l'impôt, le président de la République ne va pas passer nous donner chacun 10 000. Non. Nous voyons ça par les routes, nous voyons ça par les infrastructures, nous voyons ça par les constructions des hôpitaux et des écoles. C'est ça l'avantage à la population. Okay. C'est ça l'impact sur le plan local. Ça, c'est là, nous devons avoir la culture fiscale, nous devons sensibiliser, nous devons donner la pédagogie pour que nous, Congolais, nous soyons en mesure de payer nos impôts et nos taxes librement. Il y a d'autres pays qui ne vivent que des taxes, ils n'ont pas de richesses. C'est juste l'organisation sur le plan fiscal. Comment payer les taxes, comment payer leurs impôts. Et ils réalisent des grands budgets. Ça nécessite nécessairement la sensibilisation et la culture fiscale chez nous. Donc, ce genre de performances qu'on nous accorde localement, nous les profitons indirectement par rapport à l'infrastructure, par rapport à la construction des hôpitaux, des écoles, aux soldes militaires qu'on paye à la gratuité. C'est ce que nous voyons par rapport à ça. Oui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, la RDC aujourd'hui est arrivée à la 6e revue avec le FMI. Quels sont les avantages lorsque nous parvenons, ou la RDC parvient aujourd'hui à arriver même jusqu'à la 6e revue avec le FMI, alors qu'il y a un slogan ou un adage qui dit que jamais les entreprises de Bretton Woods n'ont aidé un pays à se développer? Non. Par rapport d'abord sur le marché de libre-échange, qu'on nous invite tous, on doit quand même rentrer en arrière. Il y a des avancées par rapport à notre pays. Ici, présentement, nous montons des véhicules au niveau de Kinshasa. Nous fabriquons des carreaux au niveau de Kinshasa. Comprenez? Nous avons le lithium. Nous sommes en train de construire les usines de lithium pour qu'on commence à fabriquer les batteries localement. Comprenez? Nous sommes à... Bien sûr, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on va exposer sur le marché international. Mais néanmoins, il y a des avancées par rapport à ça, par rapport à notre pays. Donc, il y a des avantages sur le plan de la fiscalité. Donc, ces marchés-là,
il n'y aura pas beaucoup de taxes à payer. C'est ça l'avantage. Il n'y aura pas beaucoup d'impôts à payer. Il n'y aura pas de droits d'entrée et de sortie des marchandises. C'est ça l'avantage de ces marchés-là. Donc, nous devons à tout prix aussi y accéder. Mais avec quel produit? Avec quel produit? On est juste au début. On est juste au début. L'idée que nous avancions, que nous soyons aussi allés sur le marché de libre-échange. Oui, nous terminons avec cette autre question. C'était lors du Conseil des ministres. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, avait annoncé la majoration des SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, qui désormais est revu à la hauteur de 14 500 francs au lieu de 7 025 francs autrefois. Comment avez-vous trouvé aussi cette décision prise par le gouvernement de la RDC? Vous savez, le SMIC, c'est le salaire minimal interprofessionnel. Donc, c'est-à-dire, c'est le minimum. Il y a des catégorisations par rapport au SMIC. Il y a des premières catégories, il y a les manœuvres, il y a les semi-qualifiés, les cas de direction jusqu'à là. Là, on a juste ciblé les salaires de la première catégorie. C'est-à-dire, par jour, le minimum, il faut payer à quelqu'un, c'est 14 500. Si vous faites les 14 500, il faut ajouter le nombre de jours. Comprenez? Il y a ceux qui font 26 jours, il y a ceux qui font des travaux peut-être à la pièce. Donc, ceux qui font 26 jours, qui sont les jours légaux, donc il a la base, il a justement la base de 377 000 francs congolais. C'est ça la base. Donc, les 14 500, c'est le salaire journalier. Il faut le multiplier au nombre de jours prestés. C'est là nous aurons 377 000. Ça, c'est la base. Donc, c'est pour dire quoi? Ici, chez nous, on ne peut pas donner à quelqu'un le salaire de 100 $. Parce que si on ajoute les avantages ici, nous n'allons pas arriver à 100 $. Donc, on ne peut pas donner le salaire de quelqu'un de 100 $. 100 $, c'est 280 000. Maintenant, par jour, on sait payer la base journalier. C'est 377 000. Voyez-vous? Donc, c'est à boire et à manger. On peut bien beau augmenter le SMIC et ça sera respecté. Il faut que les entreprises produisent pour qu'ils augmentent les salaires des gens. Comprenez? Alors, nous voulons le respect de ces SMIC. Nous voulons le respect de ces SMIC. Mais c'est très compliqué. J'essaie de montrer un exemple. Il y a de nos frères qu'on les paye les salaires de 100 $, de 150 $. C'est impossible. Parce que les salaires à la rémunération a 4 rubriques, n'est-ce pas? Nous avons les salaires de base qu'on vient de nous donner ici. Nous avons les avantages, les logements et les transports. Nous avons les retenues, il faut payer les impôts ici. Et nous avons les nets à payer. C'est-à-dire, on calcule les salaires. Donc, c'est additionner les salaires de base plus les avantages, moins les retenues, c'est ce qui nous donne les nets à payer. Vous comprenez? Les entreprises privées, il faut qu'ils respectent ça. Mais en respectant ça, il y a augmentation, il y a un rendement par rapport à leur production. Comprenez? Il y a toujours à boire et à manger pour le respect de ces SMIC. On continue à payer quelqu'un de 150 $. C'est pas possible. Si dans les 377 000 ici, on ajoute 30% pour les logements, nous savons les transports. Si on s'est donné à quelqu'un 1000, on ajoute 4000. 4000 fois 26 jours, c'est combien? Donc, on ne sait pas payer quelqu'un un salaire de 150 $. On ne peut pas payer quelqu'un un salaire de 100 $. Il y aura suivi par rapport à ça. Ça, c'est le minimum. On ne peut pas aller en dessous de ça. Alors, c'est le respect de ces SMIC qui va nous donner le poids. Est-ce que, pensez-vous, la matérialisation de cette décision des SMIC pourrait être vraiment à la hauteur, c'est-à-dire respectée par toutes les entreprises du secteur privé? La loi est dure, mais c'est la loi. Nous devons respecter. C'est une ordonnance signée par le président de la République. Mais il faut toujours, dans ce genre d'histoire, il faut
qu'ils soient autour des experts aussi, pour leur point de vue. Pour leur point de vue. La rémunération, c'est un terrain très glissant. C'est un terrain très glissant, la rémunération des salaires. C'est un terrain très glissant. Ces salaires-là, il faut payer les retenues, il faut payer la CNSS, il faut payer l'hyper. Comprenez? C'est ça les retenues. Il y a des avantages qu'il faut respecter. Là, vous avez juste évoqué les salaires de base. À part les salaires de base, il y a les transports, il y a les logements, il y a des retenues pour arriver à la net à payer. Les nets à payer, si le net à payer est à 150, donc la procédure de la rémunération n'est pas respectée. Est-ce qu'en amont, le gouvernement ne devrait pas aussi penser peut-être à l'exonération de certaines taxes au profit des entreprises privées, question de leur permettre aussi à pouvoir respecter cette décision des SMIC? Justement, moi, les problèmes d'exonération, bien sûr, l'État doit faire très attention. Il y a trop d'exonérations fantaisistes. On doit priver à l'État les moyens de sa politique. Quand on donne les avantages, tu ne dois pas payer l'impôt sur le bénéfice et profit. Ce sont des grands avantages qu'on donne à quelqu'un. Mais réellement, dans sa comptabilité, c'est réellement ce qu'il a montré à l'État. Comprenez? Moi, je suis conjoncturiste. Moi, je suis du côté de l'État, je suis du côté de notre budget. La politique d'un pays, d'une façon chiffrée, c'est le budget. Quand on doit donner les exonérations, les recettes vont diminuer. Donc, moi, je suis contre les exonérations. Il faut des exonérations correctes. Des exonérations qui sont cohérentes. Des exonérations qui sont rationnelles. La plupart des exonérations ne sont pas rationnelles. Sont fantaisistes. Et l'État perd le moyen de ça, paye l'argent. Ils diminuent les recettes de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Yaya. Je ne sais pas si vous avez peut-être un autre point de vue ou bien un commentaire à ajouter dans ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Question de mettre fin à ces magazines d'aujourd'hui. Oui, justement, je suis très content. Vous savez, par rapport à la bonne stratégie qu'on a eu à prendre les 4 mois, il y a eu des avantages. Nous aimerions ce genre de décisions qui permet à l'État d'avoir le moyen de sa politique. Donc, justement, par rapport à cette stratégie, il y a eu stabilité sur le marché international. Il y a eu automatiquement l'augmentation des prix du cobalt, c'est encouragé. Et il y a eu une promotion de la transformation locale. Il y a eu des contrôles sur les chaînes d'approvisionnement. Ce sont des grands avantages que j'ai énumérés. Donc, coup de chapeau pour cette décision. Comprenez? Par rapport à la performance FMI, moi du tout, sur le plan macroéconomique, il n'attaque qu'un seul élément de la macroéconomique. Pour moi, nous devons avoir la culture fiscale. Nous devons payer nos taxes, nos impôts pour donner les moyens de la politique pour que ces performances soient palpables. Et ces performances, nous les voyons sur l'infrastructure, sur la construction des hôpitaux, sur la gratuité par les soldes militaires qu'on paye. C'est ça l'avantage. Donc, dire sur le plan international, moi, je ne suis pas d'accord quand on doit analyser sur le plan international. On devait analyser sur le plan local. Nous devons mobiliser les recettes pour que les performances de la macroéconomique soient manifestées. Donc, moi, j'encourage les régies financières à faire leur travail pour qu'on nous qualifie de cette façon-là. Alors, par rapport au SMIC, salaire minimal international, interprofessionnel, il y a à boire et à manger. Dans une société là où il n'y a pas un rendement, il n'y a pas de production, comment il va respecter ces SMIC-là? C'est justement la première catégorie. Les gens, les catégories des cas de collaboration ne sont pas là-bas. Si les gens ici ne savent pas payer ces SMIC ici, mais les cas de collaboration seront aussi payés. Donc ça, c'est le minimum. Je vous ai montré l'exemple. Ça, c'est le salaire journalier. On doit les multiplier par 26 jours pour avoir 377 000. Le minimum, c'est sans avantage. C'est
c'est sans la déduction de la CNSONM et INPP. Vous comprenez? C'est pas ça les nets à payer. Les gens ont plus besoin du net à payer. Vous comprenez? Parce que le net à payer, c'est ce qu'on donne à quelqu'un après avoir soustrait les déductions. Alors pour moi, on doit veiller à ça, qu'on doit encore mûrir, il y a à boire et à manger. Ça sera exécuté dans les sociétés privées. Peut-être l'État peut l'exécuter parce que c'est l'État qui paie ses agents. Mais dans des sociétés privées, en tout cas, il faut trop de patience, trop de pédagogie, de sensibiliser nos amis privés, les entrepreneurs. C'est un peu ça. Alors, par rapport au marché de libre-échange, j'ai des avancées déjà. Nous savons fabriquer les carreaux au niveau de Kinshasa. Nous avons le lithium. Nous sommes à la préparation de l'usine de fabrication des batteries. Vous comprenez? Et nous devons toujours commencer. On doit commencer, on ne doit pas arrêter les faibles commencements. C'est la fin qui justifie tout. Donc, pour le moment, nous devons nous mettre au travail. Nous devons encourager. Nous devons être des optimistes et non des pessimistes par rapport à ce que nous faisons. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Yaya Mouchito Aristote, de nous avoir accordé cette opportunité d'échange. Je pense que très prochainement, on pourrait aussi revenir auprès de vous si l'actualité nous l'obligeait. Tout à fait. Moi, je suis l'ami des médias. Merci. Merci. Merci beaucoup à l'équipe réalisationnelle pilotée par Emali Kabou. Mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous jetons l'encre de ces magazines Discours au peuple. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci. Merci.